Bienvenue à cette exploration de sources. Aujourd'hui, on se plonge dans un ouvrage assez unique de la fin du 19e siècle. Ça s'appelle Architects of Fate, or Steps to Success and Power, publié en 1896 par un certain O.S.M. Donc, nos sources, ce sont des extraits de ce livre. Apparemment, c'était un best-seller à l'époque, une sorte de guide de développement personnel avant l'heure, hein. Surtout pour les jeunes Américains. L'idée, c'était de les motiver à prendre leur destin en main. Notre but, aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu les idées fortes, les histoires marquantes de ce texte, pour comprendre comment on voyait la réussite, le caractère, la persévérance, il y a plus de 120 ans. C'est un peu comme une capsule temporelle, quoi. Tout à fait. Et dès qu'on ouvre le livre, on est plongé dans l'époque. Le style est très direct. Presque un manuel, en fait. C'est truffé d'anecdotes, de mini-bios, de citations. Tout ça pour motiver. Le ton est clairement moralisateur. On sent bien la volonté d'éduquer et de montrer le bon chemin, avec des exemples de grands hommes, et quelques femmes aussi, qui ont réussi malgré tout. Oui, ce qui frappe tout de suite, c'est cette insistance sur la volonté, le caractère, ce fameux manhood dont il parle tout le temps. Vous disiez que ce n'est pas juste la masculinité, c'est plus large que ça. Ça vise un idéal humain. Exactement. C'est vraiment le cœur du livre, dès le premier chapitre. Wanted a man. Rechercher un homme. Pour l'auteur, la vraie valeur, c'est pas la fortune, c'est pas la célébrité, c'est cette qualité intérieure. Manhood is everything, il écrit. Le caractère, c'est tout. D'accord. Et alors, comment il le définit cet homme idéal? C'est quoi les qualités qu'il faut avoir? Il y a plusieurs choses qui reviennent. D'abord, l'intégrité, une honnêteté à toute épreuve. Ensuite, le courage de ses opinions. Ne pas être juste un mouton dans la foule, oser dire non. Une volonté de faire, bien sûr, mais attention, équilibrée par le bon sens, le côté pratique et l'éducation. Et puis, il y a cette idée, assez intéressante, je trouve, que le caractère est plus important que la carrière. Il dit même de faire attention à pas trop se spécialiser si ça empêche de se développer en tant qu'être humain complet, équilibré. Ah oui, c'est presque à contre-courant de ce qu'on entend parfois aujourd'hui sur l'hyperspécialisation, non? Carrément. Lui, il valorise une sorte d'humanisme, quoi. Construire une personne solide sur tous les plans, pas juste un expert pointu. Le but, c'est vraiment la formation du caractère. Il y a cette citation d'Alexandre Dumas qu'il reprend. Oui. Cet homme, c'est vous, c'est moi, c'est chacun de nous. Mhm. Rien de plus difficile si l'on ne sait pas le vouloir, rien de plus facile si on le veut. C'est un appel très direct à l'action personnelle, ça. Ah bah oui. La responsabilité est vraiment sur l'individu. Et cette volonté de se construire soi-même, elle est directement liée à un autre ingrédient clé pour lui, l'audace. L'audace. Dare. C'est le titre du chapitre 2, c'est ça? C'est ça. Et le suivant, The Will and the Way. La volonté et le chemin enfoncent le clou. L'idée, c'est soit tu trouves un chemin, soit tu en crées un. L'auteur est convaincu que le monde finit toujours par écouter celui qui a une vraie volonté. Et comment il illustre ça, cette force de l'audace et de la volonté? Avec des histoires, j'imagine? Oui, une avalanche d'histoires fortes. Souvent très imagées. Une que j'aime bien, c'est celle de Rebecca Bates, une ado de 14 ans, pendant la guerre de 1812. Elle voit des soldats anglais qui s'apprêtent à débarquer pour piller son village. Hop, elle prend un vieux tambour et un fifre. Avec une copine, cachée derrière les dunes, elles se mettent à jouer comme si la milice arrivait. Et les soldats, ils ont eu peur d'une embuscade, ils sont repartis direct. C'est génial, ça. L'audace, c'est l'intelligence et le courage, pas juste foncer tête baissée. Exactement. L'audace, ça peut prendre plein de formes. D'ailleurs, il met ça à côté d'exemples plus classiques de bravoure. Comme le jeune George Washington, 18 ans à peine, qui aurait plongé dans des rapides super dangereux pour sauver un gamin de la noyade. Au péril de sa vie. Ça, c'est la détermination physique. Et Napoléon aussi, il en parle beaucoup. Ah oui, Napoléon. L'anecdote d'Arcis-sur-Aube est assez frappante. Un obus tombe près de jeunes soldats qui paniquent. Et Napoléon, pour leur montrer l'exemple, il aurait fait quoi? Il aurait éperonné son cheval jusqu'à l'obus, lui faisant sentir la mèche qui brûle. L'obus explose, tue le cheval, Napoléon est projeté, mais il se relève indemne, il demande un autre cheval et retourne au combat. Incroyable, le sang-froid absolu. Voilà. C'est ce genre de maîtrise de soi qui fascine l'auteur. C'est l'exemple parfait de la volonté qui domine la peur. C'est un modèle. Et il insiste sur le fait que ça peut arriver jeune. Il cite Alexandre le Grand, César, Lafayette, tous des jeunes qui ont fait des trucs énormes. C'est un message fort pour les jeunes de son époque, ça. Que le potentiel, ça n'attend pas.
C'est là que ça devient vraiment intéressant de voir comment il essaye de les booster, quoi. Tout à fait. Mais bon, la volonté et l'audace, c'est bien beau. Mais si on est écrasé par les problèmes vitaux? Et c'est là qu'on arrive à une autre idée centrale du livre, très typique de cette mentalité fin 19e, je dirais. Laquelle? Sa vision des obstacles. Pour lui, ce ne sont pas des fatalités, des excuses. Non, les difficultés, la pauvreté, un handicap, les échecs, ce sont des outils, indispensables même, pour forger le caractère. C'est le sujet des chapitres sur le succès malgré les difficultés et sur l'utilité des obstacles. Hmm. C'est une perspective qui peut sembler un peu dure aujourd'hui, non? Voir la pauvreté comme un outil? C'est vrai, ça peut heurter. Il ne nie pas que c'est dur, attention, mais il le recadre complètement. Pour lui, l'adversité, c'est le feu qui trempe l'acier. C'est le marteau et le burin du sculpteur qui révèlent la statue dans le bloc de pierre brute. Il utilise des métaphores très fortes. L'obstacle, c'est comme la tempête qui oblige le chêne à s'enraciner plus fort. La difficulté révèle la force qu'on est en nous. Et il justifie ça comment? Toujours avec des exemples? Oui, et des exemples que tout le monde connaissait à l'époque. Abraham Lincoln, bien sûr. Parti d'une cabane en rondin, avec quasiment aucune éducation formelle. C'est un exemple qui revient tout le temps. Il cite aussi l'historien William Prescott, devenu presque aveugle après un accident dans sa jeunesse. Imaginez, hein? Il a passé des décennies à faire ses recherches, à écrire ses livres sur l'Espagne et le Mexique, en se faisant lire des milliers de pages, en dictant tout, en mémorisant des chapitres entiers. Ah oui, j'ai lu ça, 20 ans pour son premier grand livre. C'est une persévérance qui dépasse l'entendement presque. Ou Henry Fawcett, un homme politique anglais, devenu aveugle après un accident de chasse. Ça ne l'a pas empêché de faire une super carrière au Parlement, il est même devenu ministre des Postes. Et David Livingstone, l'explorateur. À 10 ans, il bossait déjà 14 heures par jour dans une usine de coton. Il a appris le latin en mettant son livre sur sa machine et en étudiant le foire après ses journées de fou. Ces histoires sont, oui, édifiantes, c'est sûr. Mais en même temps, ça met une pression énorme sur les gens, non? De devoir transformer leur malheur. Ça laisse pas beaucoup de place pour la plainte ou pour reconnaître qu'il y a peut-être des problèmes de société aussi. Effectivement, la perspective est résolument individualiste. Le message, c'est « peu importe tes cartes au départ, c'est à toi de jouer pour gagner ». Et pour y arriver, au-delà de la volonté et de cette capacité à surmonter les obstacles, il y a une autre qualité qui est jugée cruciale. Laquelle? Quelque chose comme la concentration, peut-être. Exactement. Le chapitre 6, One Unwavering Aim. Un but unique et inébranlable. L'idée est simple, mais puissante. Choisir un objectif principal et y mettre toute son énergie, sans se disperser. Le contraire du multitasking qu'on nous vante parfois aujourd'hui. Précisément. L'auteur admire Napoléon pour ça aussi. Sa stratégie de concentrer toutes ses forces sur un point précis pour percer les lignes ennemies. Il utilise aussi une analogie géographique sympa. Les petits ports du New Jersey, nombreux mais peu profonds, ne font pas le poids face au seul port de New York, immense et profond. Donc mieux vaut maîtriser à fond un seul métier, même un petit métier, que de papillonner sur 10 trucs sans être bon nulle part. D'accord, donc la spécialisation, oui, mais au service d'un but de vie unique. C'est pas en contradiction avec l'idée de développer un caractère global dont on parlait au début? Non, c'est ça l'idée. C'est pas une spécialisation qui enferme, c'est une concentration de l'énergie. Canaliser ses forces vers un but précis pour avoir un maximum d'impact. C'est une discipline, quoi. De l'esprit et de l'action. Et pour tenir cette concentration, pour surmonter les obstacles, il faut compter sur soi-même, j'imagine. Ça nous amène à l'autonomie. Absolument. C'est le cœur des chapitres Self-Help, l'aide par soi-même, avec le sous-titre « Fait par soi-même ou jamais fait » et Clear Grit, le cran, la pure ténacité. L'auteur insiste là-dessus. Les plus grands sont souvent partis de rien. Ils ont réussi par leur force de caractère et leur persévérance acharnée. Il donne des exemples de ce grit, de ce cran? Oh oui, plein. William Lloyd Garrison, l'abolitionniste. Il a bravé les menaces de mort, les émeutes, pour publier son journal anti-esclavagiste The Liberator. Sa devise est citée comme emblématique. « Je suis sérieux, je ne reculerai pas d'un pouce et je serai entendu. » Et il l'a été. Et une détermination incroyable. Ou Ulysses Grant, pendant la guerre de sécession. Critiqué de toutes parts par les médias, les politiques, il restait imperturbable. Il disait juste qu'il fallait continuer à piocher, keep pegging away. Il y a aussi l'histoire souvent racontée de Benjamin Disraeli. Son premier discours au Parlement britannique, un fiasco total.
Hué à cause de ses origines juives, de son style. Il aurait lancé à l'Assemblée « J'ai commencé plusieurs choses, et j'ai souvent réussi à la fin. Le temps viendra où vous m'entendrez. » Et ce temps est venu. Il est devenu Premier ministre. C'est la résilience face aux préjugés, à l'adversité sociale. Et il y a cette anecdote aussi sur Lucy Stone, la militante féministe. Elle est assez dingue, celle-là. Ah oui, elle est particulièrement frappante. Pendant un meeting en plein air, une foule hostile arrive, les autres orateurs se sauvent. Mais elle reste calme. Elle aurait posé la main sur le bras d'un des émeutiers les plus agressifs, qui avait une massue, et elle lui aurait dit « Ce monsieur va s'occuper de moi ». Et le type, complètement désarmé par cette audace tranquille, l'aurait protégée. Et elle a pu parler. Ça, c'est le grit incarné. Courage, sang-froid et intelligence de la situation. Cette ténacité, cette persévérance, comment ça se traduit au quotidien d'après l'auteur? C'est juste une question de volonté? Pas seulement, ça doit s'accompagner d'une éthique de travail bien précise. C'est détaillé dans le chapitre Work and Wait, travailler et attendre. L'auteur critique beaucoup ce qu'il voit comme l'impatience de son époque. La mentalité du tout de suite, quoi. Ah, déjà à l'époque. Marrant. Et qu'est-ce qu'il recommande alors? Le travail acharné, la minutie et surtout la patience. Il répète sans cesse que les grandes choses prennent du temps, demandent une application constante. Il cite des écrivains, Bryant qui aurait réécrit un poème 100 fois, Foster qui passait une semaine sur une seule phrase, Dickens, Gibbon, Platon, Virgile. Tous ont passé des années, des décennies parfois, sur leurs œuvres majeures. Et pour les artistes, pareil? Même chose. Michel-Ange, 7 ans pour le plafond de la Sixtine. Le Titien, 7 ans pour sa scène. L'idée forte, c'est que le génie, finalement, c'est souvent une capacité infinie à prendre de la peine. Une citation qu'il attribue à Carlyle. Il faut construire sur des bases solides, patiemment, pas la superstructure d'une vie sur les fondations d'une journée. Il y a cette histoire de Daniel Webster, l'avocat américain. Quand il était jeune avocat, il aurait passé un temps fou, dépensé beaucoup d'argent, pour préparer un dossier hyper complexe pour un forgeron pauvre. Presque sans être payé. Exactement. Et des années plus tard, cette recherche super poussée lui aurait permis de régler une affaire similaire en un clin d'œil, mais cette fois une affaire très bien payée pour un politicien connu. La morale? Le travail bien fait, même s'il ne paie pas tout de suite, ça finit toujours par servir. La préparation, c'est un investissement. D'accord. Donc, volonté, audace, concentration, ténacité, travail patient, c'est déjà beaucoup, hein? Mais l'auteur ne s'arrête pas là, si. Il parle aussi de l'importance des petites choses, non? Tout à fait. C'est un thème qui revient dans plusieurs chapitres. La puissance des petites choses, semer et récolter, les opportunités là où vous êtes. L'idée, c'est que les détails, les habitudes de tous les jours, les petites décisions, les occasions modestes qu'on saisit ou pas, tout ça, ça a un impact cumulatif énorme sur notre destin. C'est souvent dans les détails que tout se joue, comme on dit. Comment il illustre ça? L'exemple le plus connu, c'est sans doute l'histoire d'Aliafed, un fermier persan, riche. Un prêtre le convainc qu'il deviendra encore plus riche s'il trouve des diamants. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vend sa ferme et il part chercher des diamants partout dans le monde. Il finit ruiné, désespéré et il se noie. Pendant ce temps, le nouveau propriétaire de sa ferme, en donnant à boire à son chameau dans le ruisseau qui traverse le terrain, il trouve une pierre bizarre. C'était le premier diamant des mines de Golconde. L'opportunité était juste là, sous ses pieds. Il fallait juste savoir regarder. C'est une belle parabole. Exactement. Et l'auteur insiste aussi énormément sur le pouvoir des habitudes, bonnes ou mauvaises. Il cite les maximes de bonne conduite que George Washington s'était écrites à 13 ans, comme base de son futur caractère. Et à l'inverse, il prend l'exemple de Rip Van Winkle, le personnage de Washington Irving, son indolence, sa procrastination. Ça mène à une vie gâchée. Ou cette histoire un peu plus sombre, d'un Indien élevé par des Blancs, devenu pasteur. Mais pendant une bataille, il ne peut pas s'empêcher de scalper un ennemi, rattrapé par ses vieilles habitudes. Les habitudes, une seconde nature. Et les petites observations aussi, c'est important. Ah oui, crucial. Il raconte que Michael Faraday, le grand scientifique, a eu ses premières idées sur l'électricité en lavant des vieilles bouteilles dans le labo où il était apprenti. Charles Goodyear aurait découvert la vulcanisation du caoutchouc par hasard en oubliant un bout de caoutchouc soufré sur un poêle chaud. Être attentif aux détails, être curieux des petites choses, ça peut mener à de grandes découvertes. Ou à la réussite pro. Il cite Napoléon et Wellington comme des maîtres de l'attention aux détails logistiques, contrairement aux généraux qui échouent par négligence. C'est une vision très complète finalement, des grandes vertus jusqu'aux petites habitudes.
Mais tout ça, ça vise quel jour de réussite au bout du compte? L'argent, la richesse matérielle, quelle place ça a dans tout ça? C'est une question clé, oui. Il aborde ça dans les chapitres La richesse par l'économie et Riche sans argent. Sa vision est assez nuancée pour l'époque. D'un côté, il valorise beaucoup l'économie, l'épargne, la frugalité, faut pas dépenser plus qu'on gagne, il met vraiment en garde contre les dettes, il cite le personnage de Mick Ober dans David Copperfield, gagner 20 livres, dépenser 19 et des poussières, bonheur, gagner 20 livres, dépenser 20 livres et un peu plus, misère. Un plaidoyer pour bien gérer son budget, quoi. Mais est-ce que l'argent, c'est le but ultime? Absolument pas. Et c'est là que le livre prend une dimension plus morale. L'auteur insiste, la vraie richesse, ça se mesure pas en dollars. La richesse suprême, c'est le caractère, l'intégrité, la réputation, ce qu'on apporte de positif au monde. Il cite Thackeray, « La nature a écrit une lettre de crédit sur le visage de certains hommes. Un caractère solide, c'est un capital en soi. Ça inspire confiance. » Il donne des exemples de cette vraie richesse. Oui, il parle d'Aristide, le juste, l'Athénien célèbre pour son honnêteté. Il est mort si pauvre que c'est la ville qui a dû payer ses funérailles et donner une dot à ses filles. Sa pauvreté matérielle contrastait avec son immense richesse morale, sa réputation. Et des exemples plus proches de son temps. Oui, il célèbre ce qu'il appelle les riches sans argent. Louis Agassiz, le naturaliste, il aurait refusé des offres très bien payées pour rester dans la science en disant « Je n'ai pas le temps de faire fortune ». Emerson, l'écrivain, Faraday, le scientifique. Leur richesse était intellectuelle, spirituelle. Ou Henry Wilson, il est devenu vice-président des États-Unis, mais il était tellement pas intéressé par l'argent qu'il aurait dû emprunter 100 $ pour aller à sa propre cérémonie d'investiture. Donc, le but de tous ces efforts, de cette construction de soi, c'est pas d'accumuler des biens, mais de se forger un caractère admirable. C'est exactement ça. La conclusion est très claire. Character is perpetual wealth. Le caractère est une richesse perpétuelle. C'est ça la vraie valeur, celle qui reste quand tout le reste a disparu. Bon, alors, si on essaye de résumer un peu ce voyage dans Architects of Fate, qu'est-ce que tout cela signifie? On dirait que pour cet auteur de 1896, le vrai succès, ça dépend moins des circonstances que de la force intérieure, non? C'est le résultat d'un caractère qu'on forge soi-même, à force de volonté, de persévérance face aux difficultés, de concentration sur un but, de travail patient et d'attention aux détails comme aux grands principes. C'est une excellente synthèse, oui. Et le point crucial à retenir, c'est que dans cette vision, le développement de cet idéal humain, de ce caractère, est bien plus important que l'argent ou les biens. Même si une certaine sécurité matérielle, gagnée par le travail et l'économie, est vue comme une bonne chose, c'est jamais la finalité. La vraie mesure de la réussite, c'est la valeur de la personne et ce qu'elle apporte. L'idéal, l'intégrité, l'audace, la volonté, le travail acharné, la maîtrise de soi qui nous semble toujours pertinent, peut-être même essentiel. Et est-ce qu'il y en a d'autres qui nous paraissent plus datés, liés à une époque révolue, voire un peu problématiques? Voilà, de quoi continuer à y penser après cette exploration.